خواتي مساء عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie part. Live, c'est une émission, c'est pas vraiment un live, c'est une émission, disons une émission enregistrée, mais bon, ça reste les podcasts d'Algérie part, voilà, les termes les plus exacts. J'ai voulu profiter un peu du beau temps de l'endroit où je suis pour vous emmener dans un autre décor, mais pas pour faire du tourisme, ni pour vous inviter à une promenade, plutôt pour vous inviter à une promenade intellectuelle. Il y a un ouvrage stratégique, les Kharj Hna en France. C'est un ouvrage vraiment stratégique et qui est très important parce qu'il a été édité et publié par une organisation ou un organisme qui est lié aux autorités françaises au plus haut niveau et qui traduit, si vous voulez, la vision française, européenne notamment et occidentale de la situation en Algérie. Dans cet ouvrage, une partie importante est consacrée au risque de l'effondrement du régime algérien. Qu'est-ce qui peut se passer si le régime algérien s'effondre et chute et quels sont les scénarios probables dans la région? Comme la vision européenne et occidentale, généralement sur le Maghreb, notamment sur un pays comme l'Algérie, elle est axée ou elle est alignée, elle s'aligne sur la vision française. La France en ce moment, elle est la présidente de l'Union européenne pendant une période de moins 6 mois. La France influence énormément les partenaires européens concernant tout ce qui s'agit du Maghreb, parce que c'est considéré comme sa chasse gardée, ce sont ses anciennes colonies. Les Français sont considérés à juste titre comme les meilleurs connaisseurs des pays du Maghreb, notamment de l'Algérie, parce qu'ils ont une tradition historique et des liens importants avec ce pays-là. Donc généralement les pays européens, les pays occidentaux essayent toujours de s'aligner sur la position française pour comprendre ce qui se passe au Maghreb, notamment en Algérie. Même si dernièrement les Allemands veulent s'émanciper de la vision française et essaient d'avoir un partenariat différent avec l'Algérie et d'avoir une autre approche. Les États-Unis, de leur part, ils ont aussi une autre approche, mais pour les États-Unis, l'Algérie n'est pas un pays stratégique, il n'est pas un pays important. Le Maghreb en général, les États-Unis ne lui accordent pas énormément d'importance stratégique parce que pour eux, l'Europe s'en occupe. Le Moyen-Orient et le Proche-Orient est plutôt le point d'ancrage de la diplomatie américaine. L'ouvrage Les Kharj Hna, c'est un atlas. C'est l'édition 2022 de l'atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient. L'organisme qui l'a publié, c'est la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. La Fondation méditerranéenne d'études stratégiques est liée directement aux autorités françaises, y compris les autorités militaires. L'atlas stratégique, à l'édition 2022, il a pour objectif de cerner et de faire des prévisions et des analyses approfondies sur les évolutions des événements dans le bassin méditerranéen, à la fois dans le secteur militaire, à la fois dans le secteur de la défense, à la fois dans le secteur de la coopération économique et bilatérale, et qu'est-ce qui pourrait se passer dans le bassin méditerranéen. Comme le bassin méditerranéen est un enjeu important depuis l'Antiquité, c'est des pays très importants à travers la planète qui sont situés au niveau du bassin méditerranéen. Il y a plusieurs puissances qui se disputent l'influence géostratégique au niveau de ce bassin, les puissances traditionnelles européennes, la France notamment, l'Italie, l'Espagne, mais aussi la Turquie, une puissance qui veut obtenir son leadership. Tu as Israël, que nous avons Israël qui veut absolument imposer son leadership, avec l'Égypte du côté du sud de la Méditerranée, et vous avez l'Algérie et le Maroc dans leur guerre froide qui dure depuis pratiquement les années 60. La Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, elle est présidée par un personnage important en France. Les Aïtolo, c'est un certain colonel, j'ai oublié son nom, c'est un ancien haut gradé de la marine. C'est un ancien haut gradé de la marine qui a occupé des fonctions hyper importantes, mais vraiment hyper importantes. Je vais dire comme Esmo Berk, pour vous dire que l'Atlas, l'ouvrage stratégique qui est disponible d'ailleurs, que vous pouvez lire ou l'acheter ou l'acquérir. Moi, je vous conseille de le lire, il est très important parce qu'il vraiment, il reflète la vision actuelle occidentale et européenne, notamment française, de ce qui peut se passer au Maghreb si par malheur des guerres éclatent, ou là si des tensions éclatent, ou là si des régimes méditerranéens, notamment au niveau de la région de l'Afrique du Nord, peuvent tomber ou la chuter. Le président de cette fondation, il s'appelle l'amiral Pascal Hausser, qui était l'ancien commandant de la zone maritime Manche et mer du Nord, et qui était aussi commandant de l'arrondissement maritime de Sherbrooke, préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord en France. C'est un secteur de défense très stratégique. La Manche, c'est juste à côté de l'Angleterre. Depuis l'aube de l'histoire, ça a toujours été considéré comme une région très sensible en France. L'amiral Pascal Hausser, il est à la tête d'une équipe d'experts qui travaille notamment avec un organisme français très très puissant et important. Il y a la DGRIS, ou la GRIS, ou la, en fait c'est la Direction Générale
là plutôt la direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. Le ministère de la Défense nationale, l'équivalent du ministère de la Défense nationale en France, le ministère de la Défense nationale, on l'appelle comme ça en Algérie, c'est le ministère des Armées en France. وهذا المينيستير عنده une direction, la direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées qui s'occupe notamment de la coopération internationale entre l'état-major des armées françaises avec l'ensemble des pays étrangers. Ils font des rapports. C'est un service de renseignement interne à l'état-major de l'armée française où il s'occupe de faire la coordination, par exemple, dans le secrétariat général pour l'administration et l'État et la direction générale de l'armement. Il regarde surtout sur la coopération internationale entre le ministère des Armées et l'état-major de l'armée française. هذا باش تفهموا مليح l'importance de cet organisme. ما عليناش في هذا الرابور il y a eu bien sûr l'Atlas هذا il y a tout un chapitre qui est consacré à l'Algérie et qui planche notamment sur les capacités de l'armée algérienne. Les capacités de l'armée algérienne sont étudiées, minutieusement étudiées, où l'Atlas هذا il reconnaît que l'armée algérienne elle est très puissante. C'est l'une des plus puissantes armées d'Afrique avec l'armée égyptienne. Il dit que ses grandes capacités, grandes qualités, c'est les forces navales, elle a 6 sous-marins, elle a une capacité de se déployer en Méditerranée qui est impressionnante, elle impressionne beaucoup les Occidentaux et les Français notamment. Elle a aussi des grandes capacités au niveau de l'aviation, avec des avions de chasse de pointe notamment livrés par la Russie. L'armée algérienne, elle est très très expérimentée. Ça ou non, ils critiquent un peu le mode, pas ils critiquent, ils ont recensé les atouts et les vulnérabilités, les points forts et les points faibles de l'armée algérienne. Ils disent que parmi ces points faibles, c'est l'âge avancé de son état-major et le fait qu'elle repose énormément, elle n'est pas encore une armée professionnelle, elle repose énormément sur les appelés, le service national. Ou un problème qui est le décalage au niveau de l'âge entre les officiers jeunes et les officiers qui sont âgés. Ce qui nous importe, c'est pas ça. L'analyse militaire, ça c'est pas notre domaine, on n'est pas un métier spécialisé. Le chapitre à l'Algérie, il parle du scénario. Il dit واش راح يصرا في الجزائر لو كان بعد الشر le régime. Bon, بعد الشر, attends. Ils le disent pas, attention. Moi aussi je le dis pas. Ils étudient si une instabilité s'installe en Algérie, si le régime s'effondre, qu'est-ce qui se passe? Au moins ils ont établi 3 scénarios. Le premier scénario, il dit que l'armée va faire une alliance avec les islamistes pour prendre le pouvoir, comme au début des années 90, et pour s'assurer le pouvoir absolu. Et pour eux, l'armée, c'est la colonne vertébrale de l'État algérien. Le régime algérien est essentiellement militaire. En cas d'effondrement du régime actuel, par exemple le départ du président Abdelmadjid Tebboune, ou de sa démission, ou de son limogeage, l'armée va prendre le contrôle. Et les groupes armés islamistes, enfin les groupes armés, pardonnez-moi, les groupes des années 90, il y avait des groupes armés islamistes, il y avait une guerre civile. On n'en est pas là, alhamdoulilah, il n'y a pas de décennie noire, on n'a pas retrouvé les démons de la décennie noire en Algérie. Donc l'armée fera alliance avec le courant islamiste qui est le plus influent sur la société et elle va gouverner et diriger le pays. Ça c'est le scénario premier, le scénario 1. Le scénario 2, il dit non. Et il risque d'avoir, c'est une crainte énorme pour l'Atlas, la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, le scénario dangereux pour eux, il est beaucoup moins dangereux que le troisième, mais il est aussi dangereux, c'est une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Le régime algérien, s'il est déstabilisé, s'il risque de s'effondrer, il pourrait se lancer dans une guerre contre le Maroc, le voisin marocain, pour faire diversion et pour essayer de provoquer une union nationale autour de lui. Il va négocier la paix, mais il risque d'attaquer le Maroc et de faire la guerre au Maroc. C'est-à-dire un scénario entre la Russie et l'Ukraine pourrait se produire à l'Atlas 2022 de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, encore une fois qui est liée au ministère des Armées. Ici en France, une guerre Algérie-Maroc comme la guerre Russie-Ukraine, avec des proportions complètement différentes, parce que la Russie c'est deuxième puissance militaire, même si l'Algérie est beaucoup mieux équipée que le Maroc, mais il n'y a pas un écart aussi important, aussi impressionnant comme celui qui sépare la Russie de l'Ukraine. C'est possible, c'est un scénario qui est probable et ça fait peur à l'Europe, une guerre entre l'Algérie et le Maroc, comment ils veulent l'éviter à tout prix. Par contre, le troisième scénario, qui est le plus grave et le plus dangereux à le rapport, à l'ouvrage stratégique, c'est un scénario syrien en Algérie, c'est-à-dire que l'armée algérienne va se décomposer, va se diviser, va se déliter, il va y avoir plusieurs groupes, plusieurs tendances au sein de cette armée, plusieurs groupes armés qui vont utiliser l'arsenal de cette armée, l'arsenal militaire du pays pour se disputer entre eux le pouvoir. C'est le scénario qui a été jugé le plus dangereux et le plus délicat pour l'Europe, la France notamment et l'Union européenne et l'Occident en général.
Dans les trois scénarios, il n'y a pas un quatrième scénario positif. Il n'y a un quatrième scénario où il dit que l'effondrement du régime algérien va permettre l'avènement de la démocratie, l'avènement d'un nouveau président jeune, ou là, la création d'un état de droit, ou là, aller vers le développement. Il n'y a aucune vision positive. Et pour eux, l'effondrement du régime algérien ne peut mener que vers la destruction, ou par une guerre, ou vers une guerre entre l'Algérie et le Maroc, ou vers un retour des islamistes au pouvoir. Là où vous voyez l'obsession islamiste des Européens, ils ont énormément peur de l'arrivée et du retour de l'islamisme en Algérie, au pouvoir, aux commandes du pays, ou là un délitement, une division de l'armée, il y a une décomposition de l'armée à travers plusieurs groupes militaires comme il s'est passé en Syrie, ce qui a nécessité l'intervention de l'Iran et de la Russie et d'autres puissances étrangères pour sauver le régime en place. Aucun optimisme, aucune. Wesh. La question se pose. L'effondrement du régime algérien, ce document, en tout cas, le démontre. C'est un document stratégique, encore une fois, qui est lu par les décideurs, qui est diffusé par les décideurs et qui traduit un peu le point de vue des décideurs français et qui sont influents à Bruxelles et en Europe et en Occident en général. Donc ça traduit les peurs, les hantises et les angoisses de l'Occident. Pour eux, un effondrement du régime algérien, en aucun cas, il est positif. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que l'Occident, l'Europe et la France en particulier ne veulent pas d'un effondrement du régime algérien, donc ils ne veulent pas d'un changement en Algérie. Ce qu'ils veulent, c'est une pacification de l'Algérie, une normalisation du régime politique. Mais allez chez les militaires, mais allez chez des généraux, à condition de les islamistes, mais ils la guerre contre le Maroc, mais ils la Syrie, et bien sûr avec le minimum vital, le respect de certaines normes minimales des droits de l'homme, etc. Aucun changement positif n'est vu, n'est aperçu par les experts de cette fondation, qui, encore une fois, c'est une fondation très influente. Elle est basée à Toulon, reliée au ministère des Armées, dirigée par un ancien amiral puissant et influent, et qui travaille avec de nombreux experts français, européens et occidentaux concernant le bassin méditerranéen. Donc l'Algérie fait peur. Tant que l'Algérie continue à faire peur aux étrangers, le changement sera très difficile dans notre pays. Il faut savoir que le Hirak aurait dû dès le départ, ou devrait réfléchir s'il doit revenir, Inch'Allah, ou s'il est amené à revenir, on ne sait pas de quoi sera fait le futur proche, il devra rassurer l'opinion publique internationale. Aucun changement n'est possible aujourd'hui dans nos pays respectifs, dans aucun pays au monde, même sauf peut-être les pays les plus éloignés de la zone géographique, au fin fond de l'Océanie, ou là au fin fond de l'Afrique subsaharienne. Mais quand tu es un pays qui est au cœur de la Méditerranée, qui est l'Algérie, qui est la porte de l'Afrique, qui est la porte de l'Europe, aucun changement intérieur n'est possible sans un appui, une compréhension ou là des facilitations depuis l'extérieur. Vous avez l'exemple de la Tunisie, comment la révolution tunisienne a été torpillée maintenant par Kais Saïd et l'intervention d'Arabie Saoudite et des Émirats avec l'appui de la France. Comment la révolution libyenne a tourné à la guerre civile. La révolution syrienne, comment elle a tourné au cauchemar et à la guerre civile et à la destruction du pays. Le changement en Algérie n'est pas rassurant pour les Occidentaux à cause, du risque très élevé d'une guerre contre le Maroc, d'une division dangereuse de l'armée et que ce arsenal militaire se retrouvera entre les groupes hostiles et de l'arrivée des islamistes. Ce qu'il faut conclure enfin. La société civile doit s'exporter. En Algérie, la société civile doit s'exporter. Elle doit se médiatiser à l'international. Elle doit faire du lobbying. Elle doit expliquer qu'en Algérie, il n'y a pas que des généraux. Il n'y a pas que des militaires, il n'y a pas que des islamistes. Une troisième voie est possible. Il faut arrêter de considérer que dans notre pays, le changement n'est pas possible. Le changement est possible parce qu'une troisième voie est possible. Cette troisième voie, ce sont les Algériennes et les Algériens qui doivent la construire. Il faut d'abord travailler sur l'image de notre pays. L'opposition en Algérie n'est pas réductible uniquement aux islamistes. Il n'y a pas que les islamistes qui s'opposent. Il y a les démocrates, il y a les laïcs, il y a les communistes, il y a les gens de gauche. Ils existent ces gens-là. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi médiatisés, peut-être pas aussi influents, mais il faut les aider à se faire connaître. Il faut que l'Algérie arrive à rassurer le monde extérieur en expliquant que le peuple algérien ne veut pas faire la guerre, ne veut pas vivre éternellement dans l'instabilité, ni dans l'insécurité, ni dans la guerre. Il veut juste aspirer au développement et à la paix. C'est possible. Il est possible que l'institution militaire algérienne engendre des généraux qui seraient progressistes, ouverts et qui voudraient mener le pays vers la démocratie. Pourquoi pas? C'est possible. Ces gens-là existent en tout cas. Moi, j'ai des sources qui me le confirment, mais j'en ai la conviction. Il faudra qu'il y ait une conjonction entre le mouvement de contestation populaire, ou là les opposants algériens, ou là les progressistes algériens, ou là les démocrates algériens, appelons-les comme on veut, avec ces gens qui sont à l'intérieur des institutions et qui veulent opter pour un changement progressif et pacifique.
Si ce travail n'est pas fait, c'est ce lobbying pour améliorer l'image de notre pays à l'étranger, pour rassurer les opinions publiques internationales, notamment l'Occident et l'Europe, qui est notre premier partenaire stratégique. Et chez l'Union européenne, c'est beaucoup plus important que la Chine pour nous, parce qu'on est à une demi-heure des côtes européennes. Et on ne pourra pas se développer dans notre pays, ni changer notre pays, si on continue à inspirer la peur, la crainte à nos voisins ou là à nos partenaires européens. Il est temps pour nous de changer l'image de notre pays, de changer l'image du Hirak, de changer l'image de l'opposition et de proposer un projet qui sera apaisé, pacifique et qui essaie de trouver des appuis au sein même du régime. Parce que l'effondrement du régime, comme l'affirment les experts de cette fondation française, de ces experts français, ne peut mener que vers le pire. Peut-être même, ce n'est pas l'effondrement du régime pour lequel on doit se battre, c'est le remplacement du régime, c'est sa mutation, c'est son changement. إطاحة النظام وتغيير النظام ماهوش مفهوم واحد، حنا بالك لازم نقولوا بلي نحوسوا على تغيير النظام ماشي بإطاحة النظام. Je pense que la pédagogie, elle est importante à ce niveau-là. Il faut lancer un débat en extrême urgence parce que si le changement en Algérie rencontre des hostilités non seulement à l'intérieur du pays mais aussi à l'extérieur du pays de la part de plusieurs puissances internationales, il sera quasiment impossible. Il faudra qu'on s'inspire des leçons libyennes, syriennes et tunisiennes où les changements ont fait peur à des puissances mondiales qui se sont emparées de ces pays-là pour imposer des agendas qui ont été finalement contraires aux volontés populaires de ces pays-là. Débattons, analysons, lisons, trouvons des solutions. Et arrêtons de croire que l'Algérie, il faudrait qu'on arrive à faire croire au monde entier que l'Algérie n'est pas le synonyme du pire, qu'elle peut être aussi le synonyme du meilleur. Elle n'est pas capable que du pire, mais elle est aussi et surtout capable du meilleur. C'est une démarche qu'on devrait absolument faire. Comme le débat se poursuit.